Bonjour à tous, bonjour à toutes. François Prudhomme, donc du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. J'avais déjà présenté nos travaux de plongée botanique pour l'anniversaire de la station d'Orédan et je suis content de me souvenir d'Henri Descamps me soufflant à l'oreille avec beaucoup de malice qu'il regrettait qu'il n'y ait pas eu de plongeur à l'époque de ses activités sur la station. Ça me fait aussi plaisir de penser à toutes ces dernières années partagées avec Didier Gallo sur le bord des lacs. Sa rencontre a participé largement à me donner de l'énergie et de l'enthousiasme à travailler sur les lacs des Pyrénées. Je commence quand même cet exposé par un petit peu d'excuses justement par rapport à ceux qui étaient déjà à la station, enfin l'anniversaire de la station d'Orédan, et je me tourne un peu vers Eric parce que c'est toi qui m'as dit tu peux y aller, il y aura personne en commun, tu peux recycler ta présentation. Et en fait, je vois bien que c'est pas vrai du tout, donc désolé. Non, mais on a aimé ton intervention, c'est pour ça qu'on la redemande. Alors j'ai changé quelques diapos, mais j'ai en particulier changé aucune des blagues, donc ceux qui avaient déjà rigolé la fois dernière, je ne suis pas sûr que ça vous fasse rire une deuxième fois. Et pour ceux qui n'avaient pas rigolé la première fois, je pense qu'il faut laisser tomber. En tout cas, j'ai changé quelques diapos, dont la diapositive d'entrée, pour mettre en particulier une photo d'un lac que vous êtes du coup en capacité de tous reconnaître. Et non, en fait, vous ne le reconnaissez pas parce que vous, comme tout le monde, vous regardez les lacs, si ça marche, du dessus et pas du dessous, et que moi ce que je vous propose comme promenade naturaliste, parce que ce sera juste ça, c'est d'aller voir les lacs par en dessous, puisque ce qu'on a à vous raconter, c'est une histoire de la plongée dans ces lacs de montagne. Les lacs, en effet, ils sont surtout connus par leur surface. C'est ce que vous même en étant scientifique, souvent vous abordez les lacs de cette façon, mais aussi en tant que pratiquant de la montagne, on va vers les lacs pour leur côté paysager vu de dessus. Mais vous voyez que les paysages, enfin vous avez peut-être aperçu que les paysages sous l'eau sont aussi jolis. C'était le lac d'Estaing, hein, c'est pas pourtant le plus joli de l'extérieur, mais il offre des paysages sous-marins qui sont très jolis. Dire que ce côté un peu superficiel de l'observation des lacs dans la biodiversité aussi, c'est une vérité. On ne les connaît pas bien au niveau de la macrobiodiversité, ces écosystèmes. Et je prends toujours pour exemple la façon dont on les présente dans les documents d'objectifs Natura 2000. Inutile de vous les présenter, hein, c'est les plans de gestion de sites qui sont sélectionnés par l'Union européenne pour essayer de préserver la biodiversité. Je me suis amusé, j'ai compté que la moitié des couvertures des documents d'objectifs des Pyrénées étaient illustrées par un lac des Pyrénées, mais 0,02% seulement en parlait à l'intérieur au niveau de l'enjeu de biodiversité que ça représentait, ou ne serait-ce que la description des écosystèmes qui sont totalement oubliés en général de ces plans de gestion. Donc notre idée à nous, c'était en effet d'aller investir cet espace de la biodiversité qui était inexploré. Et on s'est un petit peu tourné sur les travaux du passé et les méthodes du passé. Et un des premiers qui évoque les végétations des lacs, c'est Ludovic Gorier, l'abbé Gorier, qui a fait un livre sur les lacs des Pyrénées, qui a en particulier inventorié plus de 250 lacs des Pyrénées pour en faire les dessins bathymétriques, les profils bathymétriques, pour estimer la surface en eau. Et il écrit un livre au début du XXe siècle qui s'appelle Les lacs des Pyrénées, qui sera publié après sa mort, dont un chapitre dans le sommaire nous parle de la faune et de la flore des lacs des Pyrénées. Mais je vous le dis, c'est publié à titre posthume, et ce chapitre-là n'existe pas en vérité dans le livre, il n'est que dans le sommaire. Donc il ne faut pas chercher du côté de Ludovic Gorier. La connaissance sur la flore, il l'a emmenée avec lui. En tout cas, c'était des méthodes qu'on n'avait pas envie de reproduire. Vous voyez que les méthodes étaient quand même incroyables. Il montait avec des collègues, avec des porteurs, une barque pliable, dépliable, et à partir de laquelle il faisait des sondages pour dessiner ses courbes bathymétriques. Il a donc vu des plantes, mais je ne sais pas lesquelles. Par contre, il y a de premiers témoignages de plantes aquatiques vus par des anciens. Alors ça nous intéressait d'aller reconstituer cette histoire. Et le premier témoignage, c'est Léon Dufour, qui est le savant qui est là. Alors il faut l'imaginer à 16 ans. C'est un petit peu difficile à imaginer quand on le voit comme ça, mais il a eu 16 ans, ce monsieur. Et à ce moment-là, cette personne-là, qui est Ramon de Carbonnière, en a 45. Donc c'est vrai que l'image fait penser que l'ancien est en haut et le plus jeune est en bas. En vérité, c'est juste que j'avais que ces images-là, mais que sur le terrain, quand ils vont sur Barège, au lac d'Escoubous, c'est l'inverse. C'est Léon Dufour qui est jeune étudiant de 16 ans, qui a envie de se faire bien voir par son maître Ramon de Carbonnière. Et quand il voit une plante au milieu du lac, eh bien, Léon Dufour se jette à l'eau pour aller récupérer cette plante qui s'avérera être une renoncule. Mal déterminée, soit dit en passant. Ranunculus aquatilis, ce n'est pas celle qui est au lac d'Escoubous, mais à ce moment-là, c'est celle qui détermine. C'est la première mention historique d'une plongée botanique. Elle est très isolée, elle est très ponctuelle. Ce qui est rigolo sur cette anecdote, au-delà que ce soit la première, c'est qu'ils vont se battre
Dans la petite histoire, je ne vous le lis pas là, mais le témoignage de cette action est fait par Ramon de Carbonnières, la société de savants à Paris. Et il y aura une petite bagarre sur la façon dont il l'a raconté. Est-ce qu'il n'aurait pas raconté par hasard que c'est lui qui a plongé plutôt que Léon Dufour? Voilà, il y avait toute une gloire à tirer de ça. Et il y a une petite anecdote là-dessus qui est assez rigolote. Je vous conseille de lire ce livre, il est très bien fait là-dessus, ça raconte ça en détail. Si j'ai pris mes grimoires, c'est pour vous raconter d'autres témoignages des premières plongées botaniques. Je vais commencer par celle qui se passe dans le Massif central, qui est la plus complète. Maintenant, peut-être on va faire, je ne sais pas si je le fais par ordre chronologique ou par ordre géographique. Allez, en géographie, on va commencer plus tôt, puisqu'on cherche pour les Pyrénées. Je reprends un document qui est le bulletin de la Société botanique de France, avec une excursion qui se fait dans un lac des Pyrénées-Orientales. Je suis en train de me perdre sur le lac en lui-même. Bon, je ne sais plus, c'est à Montlouis. Je ne me souviens plus du nom du lac. En tout cas, c'est Sébastien de Salve, c'est cette personne-là qui est en train de prospecter les isoètes, donc des plantes que je vous présenterai tout à l'heure, et qui raconte sa prospection aussi. Après une longue investigation, je n'avais encore rien aperçu sous l'eau que les petites feuilles cotylédonaires d'une dicotylet que M. Durieux de Maisonneuve, avec sa sagacité habituelle, rapporte à une espèce de batrachium, donc à une renoncule aquatique aussi. Donc pour l'instant, ça ne se passe pas super bien pour ces prospections. Tout à coup, j'avisai flottant un brin d'herbe des plus tenus en apparence et j'entrai immédiatement dans l'eau pour m'en emparer. Donc ça y est, c'est la première plongée botanique dans les Pyrénées qui est racontée par l'auteur en lui-même. Sauf que je finis la phrase, donc j'entrai immédiatement dans l'eau pour m'en emparer, mais la température en était tellement basse que je fus obligé d'en sortir avec non moins de hâte. Donc en fait, non, la plongée n'a pas été réalisée et la suite de l'expédition montrera que ce n'est pas une plongée botanique, donc il faudra attendre plus longtemps. Ça, c'était en 1865. Donc désolé, je remonte un petit peu dans le temps, 4 années avant. Ça, c'est dans le lac de Guéry, qui est dans le Massif central, et où là, en fait, ça va être une vraie plongée botanique, mais c'est pas dans les Pyrénées. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu dans l'ordre de présentation. Et si je vous lis l'épisode, je le trouve croustillant. Alors désolé pour ceux à qui je l'ai déjà lu, mais je le trouve toujours rigolo. Alors je suis content de le relire, si je le retrouve. Voilà, c'est aussi donc c'est une expédition à plusieurs. Et il y a le monsieur qui raconte, qui n'est pas celui qui plonge. Et donc, il dit aussi à cela que messieurs Durieux, on retrouve le même monsieur Durieux que tout à l'heure, messieurs Durieux et Motelet vont opérer. Alors là, accrochez-vous, c'est le meilleur passage. Après s'être mis résolument dans un état à ne rien craindre des eaux du lac pour aucun de leurs vêtements, moins toutefois le dernier et le plus léger. Ouais, ils sont en slip. Ben, faut le lire moi, j'ai dû le lire plusieurs fois pour être sûr quand même. Et cet élément, donc des vêtements les plus légers, qui continuera à abriter leur peau tant bien que mal contre les ardeurs d'un soleil dévorant le 24 août à 1250 mètres d'altitude et sans la moindre brise qui puisse en tempérer l'effet. C'est quand même un joli style qu'on ne retrouve plus trop dans nos publications, c'est un peu dommage. Je continue juste par le début de la phrase suivante qui est « Ainsi vont les vaillants ». J'aime bien ça parce que voilà, pour ceux qui plongent dans les lacs, ça nous donne un peu de fierté, même si nous, maintenant, on le fait en combinaison et pas en slip. Et alors à la fin, ça se termine quand même avec un petit peu d'excitation naturaliste qu'on connaît encore aujourd'hui. L'heure de la retraite avait enfin sonné. Nos 2 compagnons avaient regagné la terre ferme, repris leurs vêtements, encaissé leur récolte, et ils s'avançaient à pas mesurés, sans dire mot, vers le rocher écarté où mon impatience les attendait. Eh bien, il y a 2 espèces d'isoètes au lac de Guéry. C'était sympa quand même. Donc ça, c'est l'histoire des botanistes, mais vous voyez que c'est que des petites histoires ponctuelles et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plongée systématique pour faire de la prospection botanique et que c'est du coup ce qu'on a fait avec en particulier mon collègue Bruno Durand, avec qui je partage l'enthousiasme de ces prospections. Et je rajoute d'ailleurs Lucille Nivelet qui fait partie de l'équipe LAC avec nous. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on plonge dans les lacs de montagne. On en est à peu près, ma diapositive pourrait être remise à jour, on en est à 160 lacs plongés. De l'Urs au Bouillouz. Donc l'Urs, c'est le plus à l'ouest de la chaîne des Pyrénées françaises. Les Bouillouz, c'est le plus à l'est. Donc on commence à avoir une image assez complète de la végétation des lacs de montagne, sachant que la plongée nous permet de déterminer et de détecter plein d'espèces que l'on ne voit absolument pas de la berge. Et c'est tout l'intérêt de la technique, en dehors du plaisir qu'on a à découvrir des paysages subaquatiques qui sont plutôt sympas. Parmi tous ces lacs plongés, il y en a plus des 2/3 qui sont avec de la végétation. Bon, on cible un petit peu quand même. Alors qu'est-ce qu'on voit ? D'abord des choses qu'on voit mais qu'on ne regarde pas vraiment.
Les algues unicellulaires, c'est des techniques très particulières de détermination, on ne sait pas faire, donc on les voit bien, on détecte bien des choses. On avait entamé une collaboration avec le professeur Lecohu, mais ça s'est avéré compliqué à déterminer et compliqué aussi d'en tirer des informations à titre d'inventaire. Donc pour nous, un petit peu éloigné de nos missions. Au final, on ne note plus, on ne regarde plus ces algues particulièrement. Donc, s'il vous plaît, pas de questions sur les algues unicellulaires, je ne saurais pas y répondre. Par contre, dans les algues, on regarde les algues pluricellulaires, en particulier les caracées. Donc ça, c'est la famille qui est la plus représentée, enfin qui est la seule famille d'ailleurs représentée dans les lacs de montagne, et où il y a toute une diversité qui est très intéressante. C'est un groupe qui est rigolo à regarder quand on est botaniste, parce que c'est un petit peu un parent pauvre des botanistes. Les spécialistes des plantes vasculaires considèrent que c'est une algue et donc ça ne les regarde pas. Et les algologues considèrent que c'est trop complexe et que du coup ça ne les regarde pas non plus. Et du coup, personne ne les avait trop regardés. Et avant nos plongées, il y avait 4 espèces répertoriées dans les Pyrénées. Aujourd'hui, on a doublé le nombre d'espèces. Bon, je ne rentre pas dans le détail des espèces les unes les autres. On avait déjà publié une petite synthèse avec mon collègue Bruno. Je parlais tout à l'heure des couvertures de documents d'objectifs. Les végétations de caracées qu'on a trouvées sur pratiquement plus la moitié des lacs qu'on a prospectés font pourtant des habitats ciblés par la directive Habitat, le 3140, là, ce code. Il cache une attention de la directive Habitat pour travailler sur ces végétations. Donc on aurait dû se pencher dessus dans ces documents d'objectifs. On trouve aussi des mousses, toute une diversité d'espèces, pas d'espèces spécifiques au lac de montagne, et pourtant on en trouve quelquefois jusqu'à près de 20 mètres de profondeur. Alors on se dit, waouh, ça va forcément être une espèce extraordinaire. Et en fait, c'est souvent la même que celle sur le rocher Smatan, qui est juste à côté. C'est juste qu'elle est en capacité de vivre à des profondeurs beaucoup plus importantes. Donc une belle diversité, mais rien de très spécifique à l'écosystème lacustre. Des fougères, ça c'est les isoètes. C'est des espèces assez surprenantes, parce qu'on ne s'attend pas à avoir des gazons de fougères au fond des lacs. En tout cas, si on ne s'intéresse pas à la botanique, c'est une surprise. Quand on s'y intéresse, ça fait partie des stars de la botanique. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ces plantes-là, mais nos inventaires ont permis de largement mieux connaître leur aire de répartition et puis aussi l'état des populations. Parce que vu de la berge, on ne voit qu'une toute petite partie de la population et il faut rentrer dans l'eau pour arriver à distinguer exactement l'état des populations. Et puis beaucoup de plantes à fleurs, bien évidemment. Je prends l'exemple souvent de ce petit potamo, qui est le potamo de Berchtold, parce qu'avant 2013, il y a une seule donnée sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées de ce potamo. Depuis qu'on plonge, on s'est rendu compte que c'était l'espèce la plus commune des lacs de montagne. Donc la marge de progression, la marge d'amélioration des connaissances par la plongée est largement illustrée par cette espèce. Je vais vite parce que je vois que le temps passe plus vite que ce que je n'avais prévu. Pour Natura 2000, ces végétations à Potamo sont aussi des végétations d'intérêt communautaire. Potamo-guéton praelongus, ça c'est dans le Néouviel. Potamo-guéton gramineus, ça c'est au lac de Bordère. La subulaire, une des stars du parc national des Pyrénées, mais aussi de l'est de la chaîne, une petite brassicacée, une plante de la famille des choux, qui est une plante annuelle. Donc là aussi, on connaissait quelques stations depuis la berge où on se disait on pouvait presque compter les pieds pour suivre les stations. Et en fait, quand on plonge, on abandonne l'idée de compter les pieds. Une espèce un peu surprenante, l'élodée du Canada, surprenante parce qu'elle est très commune en plaine, mais on ne pensait pas que cette espèce exotique envahissante avait atteint les écosystèmes d'altitude. Et on a trouvé quelques lacs, pour l'instant très peu, mais où elle est quand même présente. Et du coup, ça nous fait toucher du doigt que ces écosystèmes qu'on pensait être justement préservés de toute pression anthropique subissent eux aussi des pressions. Du coup, on a voulu travailler sur l'ensemble de la documentation scientifique qui existait pour alimenter nos réflexions de conservatoire. On a fait une synthèse bibliographique de plus de 210 références qui nous permettent d'identifier un certain nombre de pressions. Oui, cet écosystème n'est pas indépendant et n'est pas préservé de toute pression. Donc un petit schéma sur lequel je ne rentre pas dans le détail, vous les connaissez certainement. Ce dont on parle le plus, c'est l'introduction de poissons avec des écosystèmes qui normalement sont apiscicoles, mais tout un autre nombre de pressions qui existent entre les effluents de refuge, la baignade, le pastoralisme, le tourisme, et puis tous les dépôts atmosphériques, dans un contexte de changement climatique forcément délétère sur des écosystèmes qui sont basés sur un fonctionnement d'eau froide et d'eau pauvre en nutriments. Un petit témoignage de nos travaux d'essayer d'évaluer l'impact justement de ces différentes pressions qu'on a pu identifier par cette synthèse bibliographique. La baignade, une petite manip qu'on avait suivie avec Didier justement pour essayer de suivre sur les étangs d'Arbu et l'étang d'Alat en Ariège l'impact de la baignade et du piétinement sur les berges de l'Izoette.
Bon, les résultats étaient plutôt rassurants. Je ne rentre pas dans le détail des une minute. Je ne sais pas du tout où j'en suis, mais ça doit suffire. Un autre travail qu'on avait fait avec EDF pour essayer de suivre l'impact des ASEC lors de travaux sur les aménagements hydroélectriques et qui mettaient à sec des stations d'isoète pendant plusieurs mois. On s'inquiétait pas mal sur la conservation possible de ces plantes-là. Donc on a fait un suivi avec l'ANA sur l'étang d'Escalès, enfin les étangs de Bassiès. Et là aussi, on a plutôt été rassurés. On avait peur que ce soit un reset pour les populations d'isoète. Et en fait, ils arrivent en souffrant, mais ils arrivent à survivre à des ASEC de plusieurs mois. Enfin, une petite mission que je suis content de raconter parce que je trouve le protocole improbable. C'est comme les recettes de cuisine où on a envie de se lancer et puis quand on la lit, on se dit ça, j'y arriverai jamais. Là, la recette, c'est réunir 20 plongeurs apnéistes à 2000 mètres d'altitude, à plus d'une heure et demie de marche pour faire 70 heures de plongée pour nettoyer un lac. En fait, on voulait donner des premiers chiffres des macrodéchets présents dans un lac en se disant qu'on n'avait aucune mention de ça. On se doutait bien qu'on voyait des choses, enfin, on voyait des choses en plongeant, mais on n'avait aucune documentation pour le chiffrer, donner des données objectives. On a fait ça sur le lac du Laurentis, dans le Donezan, en Ariège, parce qu'on a considéré que c'était un lac qui était assez représentatif de lac des montagnes. Il est à 2000 mètres d'altitude, il a 1h30 de marche, donc c'est quand même pas accessible en voiture à tout le monde. Et en exerçant justement cette pression-là, donc 75 heures de plongée apnée au cumulé, on a pu couvrir l'ensemble du lac et enlever tous les déchets du fond du lac qui hébergent des végétations qui nous intéressent, nous, conservateurs botaniques, de préserver et de mettre dans le meilleur état de conservation. Donc on a fait ça il y a une dizaine de jours. Là, on ne voit pas très bien, mais il fait 0 degré, il neige, il y a des rafales de vent, l'eau est à 10. Et pourtant, tous ces gens hyper motivés sont restés motivés et ont mis la combinaison, sont allés dans l'eau, ont enlevé la combinaison, l'ont remis, l'ont enlevé, l'ont remis. Donc c'est super de voir cette motivation-là, ça provoque ce genre de choses. La personne s'en est sortie, hein, ça ne se voit pas là, mais elle est vivante. Et voilà, et au fil du temps, on ne trouvait plus de déchets, même en continuant notre prospection. Donc on considère qu'on a vraiment bien tout nettoyé. Vous pouvez aller au lac du Laurentis, il n'y a plus aucun déchet. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le lac quand on fait ça? J'accélère parce que je suis déjà en retard. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je clique. J'arrête pas de cliquer, mais ça ne passe pas. Hop, ça y est. Hop, pardon. Donc on a trouvé 45 kg de déchets, 26 kg de verre, 5 kg de plastique, 5000 mètres de fil de pêche, 8 kg de plomb. Ça fait à peu près, quand on estime, parce qu'on en laisse une partie, forcément on n'arrive pas à tout enlever, on a estimé que ça faisait à peu près 1 gramme de plomb au mètre carré et 50 cm de fil en nylon par mètre carré. Ça fait aussi quelques quantités de macrodéchets sur lesquels on est un petit peu rassuré dans le fait que c'est un lac qui est quand même très fréquenté et sur lequel on ne trouve aucun déchet récent. C'est que des restes de pique-nique qui ont plusieurs dizaines d'années. Je vais vite, mais ça perd du temps au passage des diapos, hein, c'est surtout la faute. Une dernière manip qu'on a montée qui est sur mais qui est à faire. On a testé cette année sur le lac d'Estaing, c'est pour ça que vous avez vu quelques photos. Je vous parlais tout à l'heure de l'élodée du Canada, qui est une espèce exotique envahissante et qui est une nouvelle envahissante dans les lacs de montagne qui sont largement, majoritairement préservés. Donc si en plaine, la cause est perdue, on n'enlèvera plus jamais l'élodée du Canada dans nos lacs de plaine. En montagne, on se dit qu'on a encore peut-être quelque chose à faire. Donc avec la réserve naturelle régionale du Mont-Thious, à Bordère-Louron, on a monté une opération qui est lourde à mener techniquement. Donc c'est pour ça qu'on a fait un test cette année et qu'on réalise vraiment l'opération l'année prochaine. C'est d'aller essayer d'enlever l'élodée d'une station qui héberge le potamo à feuilles de graminées, qui elle est une espèce patrimoniale. Bon, on voit bien qu'arracher ce petit brin d'herbe sans abîmer ça sur l'ensemble d'un lac, c'est quand même un sacré challenge. On verra bien ce que ça donne. On va le tenter. On se dit que si on ne le tente pas, on ne saura jamais si c'est possible ou pas. Donc on va le tenter. On voit bien que c'est pas simple, mais on va tenter quand même. Voilà. Donc ça, ce sera l'année prochaine. Dire un mot juste que cette préoccupation des lacs, elle est partagée avec plein d'autres partenaires, en particulier tous ceux qui sont ici, et forcément le Parc national des Pyrénées en fait partie, pour avoir constitué en 2020 un groupement d'intérêt scientifique Lac des Pyrénées qui se consacre à la cause de la macrobiodiversité des lacs de montagne. Et qui a donc organisé un séminaire en début d'année qui s'est fait à Loudanvielle. Et puis dire qu'aussi on essaie de sensibiliser. Conservateur botanique, c'est aussi de la sensibilisation, de la communication. On travaille avec la Fédération de plongée auprès des apnéistes. Ça fait plusieurs années qu'on forme les moniteurs instructeurs à l'apnée, à la botanique et aux écosystèmes lacustres pour sensibiliser les utilisateurs occasionnels de ce type de milieu naturel dans les sports de nature.
On essaye aussi d'alimenter les outils EDF de sensibilisation de leurs gestionnaires d'espaces de montagne et de lacs de montagne avec des documents et des outils de détermination et de définition d'enjeux autour de la flore. Et puis on essaye de parler de ces lacs à toutes les occasions. On était encore la semaine dernière à un festival en Ariège pour présenter ces travaux sur les lacs de montagne. Je crois que j'ai terminé, avec un peu de retard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Du coup, la tranche d'altitude des lacs que vous prospectez, alors quelle est cette tranche d'altitude? Et est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la diversité de la végétation qu'on trouve sur les rives et celle qu'on va trouver à l'intérieur du lac? Et puis aussi sur les profondeurs, là vous avez parlé du lac de Laurenti, vous avez prospecté en apnée, ça veut dire quelle profondeur de lac? Et quand vous êtes avec les bouteilles, à quelle profondeur est-ce que vous descendez? Jusqu'à quelle profondeur on trouve des végétaux inventoriés? Okay, je vais essayer de me souvenir des 3 questions. La première, c'était sur l'amplitude altitudinale. On appelle, nous, il a bien fallu qu'on fasse un choix. Lac de montagne, plus de 1000 mètres d'altitude. Dans les Pyrénées, c'est ce qui nous a semblé réunir des plantes qu'on ne trouvait pas en dessous et des écosystèmes un peu différents. Donc on a choisi ça comme limite, plus de 1000 mètres. Et on ne trouve pas de végétaux à plus de 2470 mètres. Je crois que c'est notre record pour l'instant. On en a fait plus haut. Pour l'instant, on ne trouve rien. Je parle de végétation strictement aquatique. La corrélation végétation des berges, végétation aquatique, pas systématique. Dans un univers totalement minéral, c'est rare qu'il y ait des plantes aquatiques. Mais par contre, il peut y avoir quand même des végétations littorales très, très différentes les unes des autres qui ne nous disent pas si on va trouver de la végétation aquatique par anticipation. C'est pas forcément un lac tourbeux, par exemple, va pas forcément être plus intéressant qu'un lac entouré de pelouse. La profondeur, alors nous déjà en apnée, on est assez contraints d'un point de vue professionnel, on n'a pas le droit d'aller à plus de 12 mètres de profondeur, ça c'est le droit du travail pour nous. Cela dit, rien ne se passe dans l'univers végétal au-delà des 5 premiers mètres, on va trouver de la biomasse, mais on ne trouvera pas d'espèces différentes de ce qu'on a trouvé sur la zone littorale, donc en général pour nous ça nous suffit, sachant que la majorité du temps, des eaux qui sont parfaitement limpides, donc ne serait-ce qu'en faisant du snorkeling, on voit très bien. Des fois, il y a besoin de prélever pour déterminer. Il y a des plantes difficiles à déterminer, donc on plonge pour ça. Quand on va en bouteille, pour nous, ça ne change rien. C'est 10 mètres de profondeur pour le droit du travail, parce qu'on n'est pas des grands plongeurs professionnels. On n'a pas des certificats qui nous permettent d'aller plus profond. On n'en a pas besoin. Puis, je ne sais pas si vous avez le nombre de dénivelés qu'il faut faire en général. Il n'y a aucune raison. Enfin, on ne peut pas prendre des bouteilles. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout le temps de la plongée apnée. Mais que là, exceptionnellement, on va faire de la bouteille. On ira un peu plus profond. On ira à 12 mètres. Les plongeurs de l'OFB qui nous accompagneront peuvent aller plus profond, puisque c'est des plongeurs marins, et que si jamais il y a besoin, mais a priori, les 2D ne va pas à plus de 12 mètres de profondeur. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question, je peux juste ajouter que des mousses et des caracées, on en trouve jusqu'à 10, 20, 30 mètres de profondeur. Merci pour cette présentation tout d'abord, c'était très intéressant. Et après, du coup, je vais essayer de faire le lien entre votre projet de recherche et mon sujet d'étude qui est le desman. On sait qu'il est présent dans certains lacs et laquais. Est-ce qu'avec toutes vos heures d'observation, vous avez réussi à faire des observations de desman? Non, alors je pense qu'on n'est pas très discret non plus, c'est pas évident. Frédéric Quineblanc nous a accompagnés à plusieurs reprises, je pense pas qu'il est, au moment où on a pu prospecter, en voir. Donc non, pour moi, ça reste une espèce jamais vue. Crossop, oui. Ok. Panéomysphodiens. Merci. J'avais une question. Est-ce que vous intégrez dans vos analyses de la structure de la communauté végétale la qualité? Parce que la qualité de l'eau, elle n'est pas homogène. C'est pas tous les lacs que vous abordez ne sont pas tous oligotrophes. Il y a des points de pollution, il y a différents problèmes. Est-ce que vous avez des relations entre la qualité de l'eau et les structures de communauté? Alors, nous, ce qu'on sait observer, c'est les plantes et déterminer les plantes. On a des compétences qui sont limitées. On ne regarde pas forcément très finement la qualité de l'eau. Donc, faire des analyses, des analogies ou des corrélations, ce n'est pas évident. On a quand même essayé systématiquement de prélever un petit peu d'eau pour les faire analyser par des collègues du CESIC de Blanes qui nous accompagnent dans pas mal de nos missions sur les lacs. Et pour l'instant, les données qu'on a recueillies ne nous permettent pas de faire des simplifications ni écologiques, ni de conditions stationnelles qui se trouveraient facilement dans la qualité de l'eau. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que pour l'instant, on n'a pas su les voir. Oui, c'est vrai qu'il y a le projecteur en plein dans les yeux.
Et il y a actuellement, si je dis pas de bêtises, aucune réglementation sur la plongée en zone cœur de parc. Est-ce que il y a une évolution de la pratique? Vous avez pu constater une évolution de la pratique ou non? D'autres gens qui montaient pour plonger Non, alors ça dépend ce qu'on appelle plonger. Des gens qui montent pour se baigner, oui, de plus en plus. On voit énormément de gens dans l'eau, y compris des endroits où il y a marqué baignade interdite en gros. La plongée apnée telle qu'on la pratique avec montée en palme et combinaison, non. Et d'ailleurs, ça suscite beaucoup de curiosité quand les gens nous voient monter avec les palmes sur le bord du sac à dos. Et du coup, non, on a plutôt été dans la prévention de ça en allant vers les moniteurs instructeurs de la Fédération de plongée, mais on ne témoigne pas d'une recrudescence de cette activité-là. On l'a peut-être trop anticipé en voyant que les sports de haute montagne se développaient et on s'est dit, voilà, mais il y a des gens qui vont vouloir aller plonger dans les lacs. Pour l'instant, et j'en fais pas du tout particulièrement la publicité, même si j'aime bien l'expérience, on n'a pas observé de recrudescence de cette action, de cette activité. Une dernière question, et après il y aura la pause. J'étais sur la liste. Est-ce que pour t'éviter de galérer, tu pourrais pas faire un peu d'ADN environnemental justement? Non, ça marche pas. Non, alors je plaisante en simplifiant en disant que ça marche pas, mais globalement, ce que j'en ai compris, c'est que sur les plantes, c'était pas trop recherché sur les plantes aquatiques et qu'il y avait peu d'utilité parce qu'il n'y a pas de problème de détectabilité. La détectabilité, elle vient, oui, du fait que les botanistes étaient hydrophobes jusque-là, mais en vérité, les plantes aquatiques se voient et se déterminent relativement bien sans faire appel à des technologies. Donc pas d'ébriété technologique nécessaire du côté de la botanique aquatique. Une dernière petite question courte. Donc, comme on comprend, c'est la première fois que cet inventaire est fait. Et donc, vous allez publier une forme de référentiel qui serait un atlas de ce que vous avez trouvé sur ces 160 lacs. Et la question supplémentaire, c'est est-ce que vous envisagez vous dire, à 10 ans, on refera la même chose, ou comment vous voyez l'avenir par rapport à cette prospection? Oui, merci. Alors déjà, les synthèses, on les a publiées. Alors on n'avait pas encore atteint ce nombre de lacs, donc on aurait peut-être un petit complément à rédiger pour redonner des références. Mais on a déjà publié ce qu'on considère comme les premières références, le premier bilan. Et en effet, vous avez raison, c'est un one-shot. On ne refera pas, je ne pense pas, dans 10 ans, le même type d'échantillon. Par contre, sélectionner parmi tout ce panel de lacs, certains lacs qui nous semblent représentatifs, pour justement être suivi dans le temps et voir des évolutions, ça oui. Et c'est d'ailleurs déjà le cas, puisqu'il y a un programme qui s'appelle RESELPIR, multipartenarial, et certainement plusieurs personnes dans l'assistance qui participent à ce projet, qui est un projet d'essayer de développer un réseau de lacs sentinelles sur lequel on suit un différent type de paramètres, dont la flore aquatique.